Donc, j'entame une troisième vidéo en gestion des ressources humaines et qui continue les deux premières. Dans cette vidéo, on va s'interroger fondamentalement sur la GRH face aux exigences économiques, d'une façon générale, que dans les organisations. Il faut dire que la gestion des ressources humaines renvoie à deux domaines particuliers, dans les organisations, renvoie à deux domaines particuliers. La gestion des ressources humaines dans la fonction publique, dans les organisations publiques et ou les organisations à but non lucratif, et qui obéit à des règles généralement de la fonction publique, qui édictent selon des dispositions relatives à la gestion du personnel dans ces organisations qui ne sont pas soumises à l'exigence de résultats de revenus résiduels, c'est-à-dire d'exigence de profit ou de bénéfices. Il n'empêche que dans ces organisations ou dans l'administration publique, de plus en plus, le management public emprunte ces outils au management des entreprises pour si vous voulez, poser la gestion des ressources humaines ou la gestion le management public sous les paradigmes d'efficacité et d'efficience, même si les ressources qui sont utilisées par ces organisations sont des ressources qui leur sont allouées. La fonction publique ou la gestion des ressources humaines dans la fonction publique peut être géographique, elle peut être sectorielle. Donc on peut distinguer, on distingue la gestion des ressources humaines de l'administration centrale, c'est-à-dire de l'État, la gestion des ressources humaines dans les wilayas et la gestion des ressources humaines dans les communes. Sur le plan sectoriel, on a des grands secteurs de la gestion des ressources humaines et qui relèvent de l'administration publique, que sont l'enseignement secondaire et primaire, l'enseignement supérieur, la santé, et puis c'est comme exemple de gestion des ressources humaines sectorielles qui existent dans la fonction publique ou dans les administrations. Ou du moins, et donc la gestion de ces ressources humaines obéit à des règles administratives et institutionnelles qui est la fonction publique, qui fixe les règles d'évolution des rémunérations, les exigences professionnelles, etc. Le deuxième type de gestion des ressources humaines et qui nous intéresse le plus, du moins particulièrement sur laquelle on connaît plus de choses, c'est la gestion des ressources humaines des entreprises. Donc la gestion des ressources humaines dans les entreprises peut être perçue sous l'angle de l'exigence de la contrainte budgétaire et donc d'inscrire dans l'exigence économique de l'entreprise qui est soumise à l'obligation de générer un revenu différentiel qui est le profit et qui conduit à une organisation du travail centrée sur cet objectif central. Donc l'entreprise ici va prendre une dimension dans sa définition pérousienne, ou de François Pérou, où elle se présente comme un lieu de combinaison de facteurs de production, qu'on retrouve dans la fonction de coupe de glace par exemple, mais surtout un lieu de combinaison de prix, ou de coûts, Et donc, combinaison de coûts parce que l'objectif de l'entreprise reste le revenu différentiel, le revenu résiduel, qui est le bénéfice ou le profit. Pourquoi cette interrogation ? D'abord, c'est une interrogation qui est d'actualité dans l'évolution de l'économie algérienne, parce que
Jusqu'aux années 90, l'économie était une économie dirigée. Le tissu industriel ou le tissu économique était fondamentalement un tissu composé de grandes entreprises publiques. Et ces entreprises publiques, d'une façon générale, n'étaient pas soumises à la contrainte budgétaire, ou du moins étaient libérées de cette contrainte budgétaire par l'État, qui leur permettait d'accéder à des ressources, par auprès des banques, sans pour autant être en mesure de justifier des exigences liées à un fonctionnement d'un crédit et un marché monétaire normal, ou du moins un marché monétaire où il y a une exigence de garantie de remboursement. Le pouvoir monétaire à l'époque était aux mains des entreprises, dans la mesure où celles-ci généraient, enfin du moins accédaient à des ressources qu'elles commandaient automatiquement, auxquelles elles accédaient automatiquement auprès des banques primaires. Et les banques primaires n'avaient pas le pouvoir ni de refuser les avances monétaires nécessaires au fonctionnement de ces entreprises, et que ce soit pour payer les rémunérations ou pour assurer la continuité du processus de production. L'investissement relevait d'un circuit un peu particulier qui était à l'époque, qui était des investissements planifiés, qui relevaient de la Banque algérienne de développement, qui est un circuit particulier parce qu'il renvoyait à l'investissement. On peut, si vous voulez, revenir à une définition d'un certain nombre de concepts qui sont essentiels dans ce module. Le premier concept est celui de la GRH, qui désigne l'ensemble des responsabilités hiérarchiques et fonctionnelles qui sont le fait de toute personne détenteur d'une autorité. Donc le rapport salarial est un rapport de subordination à un rapport hiérarchique, et la fonction ressources humaines, ou le concept de GRH, ou la gestion, pardon, pas la fonction, mais l'activité de GRH renvoie à l'ensemble des actions et des responsabilités qui sont le fait de quelqu'un qui détient une autorité et qui détient un pouvoir de décision. Ici, la définition est générale et elle est partagée, c'est-à-dire elle n'est pas nécessairement dans l'organe de GRH, mais dans d'autres organes qui peuvent décider simultanément de choses et d'autres, qui renvoient à l'utilisation ou à l'évolution des ressources humaines. Le deuxième concept est celui de DRH. Le DRH, donc, désigne l'organe au fonctionnel dans l'entreprise chargé de la gestion des ressources humaines. Donc, il s'agit de l'unité administrative qui regroupe de compétences en ressources humaines, économistes, sociologues, psychologues, juristes, qui administrent, qui conseillent, offrent assistantes en matière de GRH, c'est-à-dire en matière de prospection, d'acquisition, de développement et de conservation des ressources humaines. Et dans ce processus, ou dans cette interrogation, dans cette vidéo, il s'agit fondamentalement de soumettre la GRH en tant que discipline, mais aussi en tant qu'activité, aux interrogations et au paradigme économique d'efficacité et d'efficience. C'est-à-dire deux questions essentielles. Comment inscrire la relation d'emploi dans une logique contribution-rétribution, c'est-à-dire comment faire en sorte que la participation à la production amène à une participation au résultat de l'activité, donc pose un problème de rétribution. Et donc, comment assurer
l'efficacité de l'entreprise par la mobilisation des ressources humaines. Pour ce faire, il faut être capable non seulement d'évaluer le facteur humain à travers ses coûts directs et indirects, mais aussi sa contribution productive, c'est-à-dire son rendement et sa productivité. Mais il s'agit également, sur le plan organisationnel, d'optimiser le coût de l'organe et des services relatifs aux ressources humaines, et donc particulièrement le recrutement, la formation, la gestion des carrières, des ressources humaines. Je voudrais, dans ce dispositif général, dans l'entreprise, quelles sont les formes que prend la gestion des ressources humaines dans les entreprises. Les choix de GRH ou les modèles de GRH sont généralement tributaires des formes organisationnelles. Nous avons historiquement, dans une étude longitudinale, trois grands modèles ont jalonné l'entreprise industrielle dans les pays occidentaux. La bureaucratie mécaniste, qui correspond à l'entreprise taylorienne-fordienne depuis le début du siècle dernier à la fin des 30 Glorieuses, c'est-à-dire jusqu'aux années 70. Dans cette bureaucratie mécaniste, les relations de travail obéissent à des règles particulières et clairement identifiées. D'une manière générale ou d'une manière traditionnelle, l'usine taylorienne fonctionne sur les principes suivants. Le salarié est un facteur de production malléable, c'est-à-dire sans grande qualification, qu'on peut utiliser comme on veut, compte tenu qu'on peut utiliser en fonction des exigences de l'activité de production. L'employeur donne des ordres et fournit la matière grise, c'est-à-dire on ne demande pas aux salariés d'intervenir dans le processus, mais d'exécuter des tâches. Le salarié donc doit réaliser un travail qui lui est prescrit sans discuter, et donc le salarié c'est mieux ce qui convient, l'employeur c'est mieux que ce qui convient au salarié, et enfin le salarié ne peut être motivé qu'en termes financiers, c'est-à-dire si vous voulez que les gens produisent, il faut leur donner, il faut les intéresser financièrement sur le plan de la rémunération. Le deuxième type de modèle, c'est l'entreprise managériale, qui correspond à une entreprise multi-activité et qui correspond à une première réponse à partir des années 70 jusqu'à la fin des années 80 à la crise du premier modèle de la bureaucratie mécaniste, c'est-à-dire modèle taylorien-fordien. C'est une première réponse qui a consisté à aménager le modèle en question pour apporter des améliorations. À la fois sur le plan technique, par l'introduction d'outils de production beaucoup plus automatiques, et puis, ma foi, également des aménagements sur l'organisation du travail, également sur le plan de la rémunération. Le troisième modèle, c'est dit le modèle dit l'entreprise post-fordienne, c'est-à-dire les nouvelles formes d'organisation qui sont construites, qui désormais non plus centrées sur l'organe l'ouvrier spécialisé, sans compétences particulières, malléables à souhait, mais sur la coopération et la compétence. Et donc il s'agit d'entreprises réseau, d'entreprises sans usine. À chacun de ces modèles organisationnels correspond une forme de GRH. La première GRH, c'est celle de l'administration du personnel, avec les principes de la bureaucratie mécaniste, cohérente avec les principes de la bureaucratie mécaniste. On parlait d'un directeur du personnel. Puis, le deuxième modèle organisationnel,
correspond, au deuxième modèle organisationnel, correspond la gestion provisionnelle des emplois, qui s'appelle la GPE, est en harmonie avec l'entreprise managériale. Et enfin, la GRH humaine, fondée sur la compétence individuelle et individuelle et collective. Le troisième modèle, il s'agit d'une GRH en construction qui correspond aux préoccupations actuelles de l'entreprise. 3 paramètres spécifient toute organisation ou entreprise. Une division du travail avec les individus et les groupes et les activités de l'entreprise, donc répartition des tâches, place et fonction des individus et groupes composant l'entreprise. Les modalités de coordination des activités en relation avec la division du travail, relations hiérarchiques et fonctionnelles. Un système d'évaluation et d'incitation au plan des entreprises, des groupes et des individus. Le système d'évaluation comprend 2 sous-systèmes essentiels. Le sous-système de contrôle de gestion et d'évaluation des performances de l'entreprise, coût, qualité, délai de réalisation. Le système de gestion des ressources humaines, recrutement de la personne adéquate, rémunération selon la contribution effective, évolution de la carrière en relation de la qualification et de la formation des individus. Ce sont là les éléments qui structurent les modèles de GRH auxquels je viens de vous renvoyer. Donc, pour revenir à ma première question, relative à, qui consiste à essayer d'évaluer la fonction ressources humaines à travers les paradigmes économiques, donc en termes de contribution-rétribution, ça nous amène éventuellement à poser la question de l'optimisation de la fonction en tant qu'organe structurel de gestion des ressources humaines, c'est-à-dire optimiser le coût du recrutement, le coût de la formation, la gestion des carrières, etc. Donc le fonctionnement de la structure. Deuxième élément, comment faire en sorte que le salarié produise de manière optimale, c'est-à-dire répondre aux exigences de rentabilité de l'entreprise, et de quelle manière va-t-on le motiver? Je disais que tout à l'heure, dans le premier modèle de gestion des ressources humaines, on part du principe que le salaire est la base essentielle de motivation de l'entreprise. Donc la rémunération reste un élément fondamental de motivation et de mobilisation productive du salarié. Et donc, la GRH, d'une façon, si je pars du principe que ce qui guide le salarié, c'est l'avantage financier essentiellement, la GRH va consister à agir sur le facteur qui incite au travail. Dans ce cas précis, la GRH est réduite fondamentalement à la gestion des rémunérations, qui va dépendre du poste que l'on occupe. La logique, la hiérarchie, vous êtes responsable, j'ai un chef de service, vous gagnez mieux qu'un ouvrier professionnel ou un ouvrier spécialisé. Vous êtes chef de département ou chef de division, vous gagnez plus qu'un chef de service ou un chef de département. Donc, le poste est important. La production et la productivité, effectivement, plus vous produisez, plus vous gagnez. Maintenant, le poste qui conduit à gagner plus est tributaire d'une gestion de carrière. Donc, vous voyez le lien, effectivement.
Et il est tributaire également de votre compétence, et donc ça nous ramène à un problème de formation et du statut de la formation dans l'entreprise. Maintenant, si on revient, je voudrais rappeler que d'abord, enfin, que la gestion des ressources humaines est un objet d'intérêt pour pour les sciences de gestion, mais aussi pour l'économie à travers la discipline d'économie du travail. Et les économistes du travail, à travers la théorie néoclassique libérale de l'analyse du marché du travail en termes d'offres et de demande, pose la question de l'efficacité du facteur humain en posant la relation entre le niveau de rémunération et la productivité. Et l'équilibre, la recherche le point optimal, c'est ce qu'il appelle l'équilibre sur le marché du travail, est fixé lorsque le niveau d'emploi et lorsque le salaire marginal égalise la productivité marginale, c'est-à-dire en d'autres termes, vous continuez à utiliser de la main-d'œuvre et à recruter du personnel tant que ce que vous lui payez est moins important que ce qu'il vous produit. La question de la motivation est posée en termes d'incitation à produire plus à travers un certain nombre de théories. Première théorie est ce qu'on appelle la théorie du salaire d'efficience. La théorie du salaire d'efficience inverse l'énoncé que j'ai énoncé avant, en disant que la production est fonction du salaire, donc ça veut dire que P est F de S, la théorie de salaire d'efficience va inverser cette relation. On va partir du principe que plus vous payez les gens, et mieux ils produisent. Et donc c'est un salaire élevé, ou qu'un bon salaire, est un élément incitatif à produire plus. Donc le niveau de production va désormais dépendre de la politique salariale de l'entreprise, et les entreprises qui payent le mieux et qui assurent les meilleures conditions de travail sont les entreprises qui permettent concrètement de produire le mieux et dans les meilleures conditions. En effet, on établit en réalité une relation entre les conditions de vie du salarié et les conditions de travail, dans la mesure où on constate que un ouvrier mal payé est incapable de satisfaire ses besoins essentiels et donc de bien produire. D'où, par exemple, la justification du salaire minimum garanti, et avec l'idée de l'irréversibilité des salaires, c'est-à-dire l'idée que les salaires ne baissent pas mais augmentent. Alors pourquoi cet intérêt pour les ressources humaines et quels sont les facteurs qui expliquent son évolution? D'abord, le développement économique et la généralisation du fait industriel dans les pays avancés généralisent le fait salarial. Prenez les sociétés, y compris maintenant la société algérienne à la limite. La majeure partie de la population est une population salariale. Les gens travaillent dans l'administration publique. Le plus principal employeur en Algérie, c'est reste l'administration publique. Deuxième employeur, probablement, les entreprises. Et puis, vous avez d'autres formes d'autres groupes sociaux qui ne sont pas des salariés, que sont les entrepreneurs, les paysans, etc. Mais
dans les pays industriels, plus de 80% de la population active est représentée par les salariés. Par ailleurs, le développement technologique et organisationnel dans les entreprises conduit à des changements dans les techniques de production, c'est-à-dire changements dans l'organisation du travail, dans la qualité et la quantité de main-d'œuvre, donc des besoins de l'entreprise. L'évolution des processus industriels, l'évolution de l'entreprise, des technologies, le passage d'un modèle de GRH à un autre, d'un modèle organisationnel à un autre, par exemple, du modèle taylorien, fordien vers la nouvelle entreprise, fait que, ma foi, les entreprises utilisent de plus en plus des technologies différentes et des technologies dites capital using ou capital intensive qui exigent moins de main-d'œuvre, mais de la main-d'œuvre de plus en plus qualifiée. Donc, exigence de travail de personnel de plus en plus qualifié, et donc qui sont eux-mêmes plus exigeants sur le plan de la rémunération et des conditions de travail. Tout ça traduit l'évolution d'un processus et un fait de société également, c'est que ça c'est le modèle fordien également dans son contrat, c'est que un fait de société, la démocratisation du système éducatif fait que la population formée de plus en plus, la population active, est de plus en plus formée, de plus en plus exigeante sur le plan de l'emploi. Et donc elle refuse les conditions de travail de type taylorien dans la mesure où elles refusent d'être déclassées sur le plan de la compétence et du travail parce qu'elles ont des compétences et donc le procès de travail, l'organisation taylorienne les conduirait à un travail routinier qui n'exige pas de grandes compétences et qui les amènerait à être déclassés, ce qu'ils refusent totalement et qui fait que, ma foi, l'organisation du travail est totalement différente et de plus en plus a recours de plus en plus à un capital. On peut aller à un cas extrême, par exemple, supposons que l'entreprise veut optimiser ses ressources humaines, le cas extrême, c'est le conduirait éventuellement à ne pas utiliser du tout de la main-d'œuvre. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que le processus de production est un processus qui substitue, par exemple, des robots à de la main-d'œuvre. Et donc, vous prenez, par exemple, de l'industrie automobile, dans le temps, dans les chaînes de fabrication automobile, qui étaient des chaînes tayloriennes pures et dures, il y avait des activités de peinture et de soudage. Donc une voiture qui est montée, elle passait par des phases, un peu comme des Legos, on assemble des éléments. À un certain moment, le véhicule est assemblé dans sa carrosserie, il faut le peindre. Il y avait un atelier de peinture avec des peintres, avec des masques, etc., qui faisaient la peinture de l'automobile. Cette activité est nocive. En plus, elle est moins rentable que dans les conditions actuelles. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on a fait? L'activité de peintre automobile dans les industries automobiles n'existe plus. On lui a substitué une machine qui s'appelle un robot, qui fait la peinture de l'automobile et qui le fait qu'il fait mieux que peut-être probablement mieux que le salarié, et dans des conditions beaucoup plus en termes de temps beaucoup plus réduit. En plus, la machine ne fait pas grève et elle ne réchigne pas aux conditions de travail et elle assure une continuité de l'activité, c'est-à-dire que le robot peut fonctionner H24 dans un processus en continu, alors que vous êtes obligé de gérer 3 ou 4 équipes quand, dans un système de car quand il s'agit de personnes. Par ailleurs, vous gagnez les rémunérations de cette activité va maintenant être représentée par l'amortissement du robot et également le coût de l'énergie qu'il utilise. Et donc l'amortissement se substitue au salaire du peintre automobile et qui fait que celui-ci
est de plus en est plus performant que celui de. Donc vous voyez que l'organisation du travail est un élément très important, et l'évolution de la société dans le fait sociétal a des effets directs sur l'entreprise et son fonctionnement. Je prends un exemple, un fait sociétal en Algérie, c'est que maintenant nous avons à peu près plus d'1,5 million d'étudiants. Il est évident que ces étudiants ont des formations supérieures dans des domaines divers dans l'enseignement supérieur, et ces gens-là, tous ces étudiants-là qui vont demain être demandeurs d'un poste de travail vont pas accéder à un poste d'ouvrier spécialisé, mais vont demander un poste d'encadrement que la société doit leur fournir, les entreprises doivent leur fournir. Il est évident que ces gens-là, soit, c'est ce qui se passe de fait, vont être relativement déclassés parce que la contrainte du marché du travail, le marché du travail est contraignant et que l'offre de travail est moins importante, mais n'empêche que dans la gestion de leur carrière, les gens ne vont pas accepter de faire n'importe quoi et d'accéder à des emplois subalternes qui les déclasseraient de manière éternelle durant toute leur carrière. Donc voilà quelques éléments de réflexion d'une troisième vidéo. Je m'arrête ici, je continuerai plus tard.